Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro du 7-8 l'hebdo. 26 minutes pour revenir sur l'actualité de la semaine dans le département. Au sommaire de cette édition, la journée nationale des sciences de l'ingénieur au féminin s'est tenue ce jeudi 29 novembre. Des techniciennes se sont rendues dans les établissements scolaires pour expliquer aux jeunes étudiantes les métiers de l'industrie. Nous avons suivi les échanges dans un collège d'Élancourt. 30e édition de la journée mondiale de lutte contre le sida. 36 millions de personnes vivent avec le virus dans le monde. Prévention, dépistage, accompagnement des personnes séropositives et avancées sur la recherche. Nous ferons le point avec Jérôme André, directeur de HF Prévention. Enfin, dans le reste de l'actualité, retour sur le lancement du portail de signalement des violences sexuelles et sexistes à Guyancourt et sur le début de la campagne d'hiver des Restos du Cœur à Trappes. Mais avant de développer ces titres, les habitants de Coignères sont appelés aux urnes ce dimanche 2 décembre, le second tour de l'élection municipale partielle de la commune. Le premier tour a placé en tête la liste de Didier Fischer avec 48% des voix, suivi de la liste d'Ali Bousselam atteignant près de 39% des suffrages. Arrivé en troisième position, David Pentier a décidé de se retirer. À noter que l'abstention a dépassé les 50%. Ils étaient une centaine d'élèves ce matin à bloquer l'entrée du lycée des Sept-Mars de Maurepas. Les lycéens manifestaient devant l'établissement contre la réforme du baccalauréat ainsi que le système de Parcoursup. Des pancartes brandies par les futurs bacheliers résumaient leur état d'esprit. Un des lycéens s'est exprimé au micro de Manon Varaldo. On fait cette manifestation contre la réforme du bac, la suppression des filières et des options. Moi, personnellement, je suis en option 5 heures et je parle pour tous mes camarades ainsi que les options 3 heures. C'est une option qui nous porte vraiment à cœur. Elle nous a fait nous épanouir, ça nous a fait rencontrer de nouvelles personnes, elle nous a permis de voyager. Le sport, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur dans ce lycée. Ensuite, contre la suppression des filières, c'est pas forcément une bonne chose. Puis contre Parcoursup, c'est encore un peu médiocre son fonctionnement. Donc on aimerait que ça soit plus facile pour notre génération. À l'occasion de la journée nationale des sciences de l'ingénieur au féminin ce jeudi 29 novembre, les élèves de 3e du collège de la Clé de Saint-Pierre à Élancourt ont pu rencontrer des femmes ingénieurs, co-organisées par les associations Elle Bouge et UPSTI. En collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale, les élèves ont pu échanger avec les professionnels. Un reportage de Manon Varaldo. Savoir ce qu'on veut faire, pas toujours facile pour des jeunes filles de 3e qui parfois se mettent des barrières quand il s'agit des secteurs technologiques et industriels. On constate que souvent les jeunes filles se censurent, n'osent pas faire des mathématiques, de la physique, de la biologie. Et puis dans le cadre de la réforme du collège, on a mis en place depuis 2 ans le parcours à venir et on essaye de mettre en place des actions pour montrer un petit peu la diversité des métiers. Le temps d'un après-midi, les collégiennes de la Clé Saint-Pierre à Élancourt ont pu échanger avec des professionnels, des techniciennes et ingénieurs. Là, elles ont directement les personnes avec lesquelles elles peuvent parler. Et en plus, là, aujourd'hui, des personnes qui habitent Élancourt, des personnes qui sont allées à l'école à Élancourt, enfin des personnes assez proches. Les professionnels, membres également de l'association Elle Bouge, partagent leur propre expérience en tant que femmes avec les jeunes filles de 3e. Quand on aime son travail, on trouve un compromis. Voilà. Moi, j'aime beaucoup mon travail et j'aime beaucoup mes enfants, j'en ai 3. Et donc, je concilie du mieux possible. C'est un peu un puzzle permanent, un équilibre instable, mais ça marche très bien. Cet atelier d'information était proposé sur la base du volontariat, l'occasion d'avoir des réponses aux inquiétudes des jeunes, à l'image de Camille, passionnée de mathématiques qui aimerait faire un travail dans les sciences. Je pensais qu'il y avait beaucoup de temps de travail. Alors qu'on peut aussi diminuer un peu le temps de travail pour avoir la famille, les activités et tout ça. En France, seulement 21% des femmes sont en poste en tant qu'ingénieurs. Plus de 150 000 personnes sont atteintes du sida en France. Le sida, c'est le syndrome d'immunodéficience acquise. Cette maladie, causée par le VIH, virus de l'immunodéficience humaine, touche principalement les cellules essentielles de notre système immunitaire. Et pour parler de la prévention et des actions menées autour de cette pathologie, nous recevons Jérôme André, directeur de HF Prévention. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on va commencer avec ce chiffre. 79% des jeunes entre 15 et 24 ans estiment être bien informés sur le VIH, mais c'est une baisse selon un sondage de l'IFOP Bilandi, et les adolescentes de 15 à 17 ans sont principalement concernées.
Comment on peut remédier justement à ce manque d'informations ? Alors justement, donc il y a un vrai problème aujourd'hui, donc notamment chez les jeunes, chez les moins de 25 ans. Ce sont les moins de 25 ans qui se contaminent le plus, et les plus de 50 ans, on le voit en réalité, le souci qui se pose, c'est qu'il y a une désinformation qui est faite depuis plusieurs années. C'est pour ça que effectivement des structures associatives, dont Vivelscare, donc pour un labo pharma, et Sida Info Service, donc et HF Prévention, se mobilisent sur ce qu'on va appeler les fake news de comment est-ce qu'on se contamine. Parce qu'en réalité, par exemple, vous avez encore l'idée du chikungunya qui transporte du sang, le moustique, etc. Donc les gens pensent que on peut être contaminé par le virus du sida simplement en embrassant quelqu'un, simplement en buvant un verre d'eau juste après lui, ou encore par le fameux moustique qui n'y est pour rien. Donc on voit qu'il y a une désinformation parce que l'information, ça reste le pouvoir, et en fait les jeunes ne s'emparent pas de cela. Il y a donc de moins en moins de prévention qui est faite dans les lycées, les CFA, et nous on le voit bien quand on dépiste sur les universités, et notamment par exemple Saint-Quentin en Yvelines, Versailles ou l'ensemble des universités qu'on a en Île-de-France, on a de plus en plus de jeunes qui sont séropositifs, et ça pour le coup ça pose un vrai problème. Alors parlons-en justement de la prévention, parlons notamment du principal mode de transmission du virus, c'est les rapports sexuels. Quels conseils vous pouvez donner ? Qu'est-ce qu'il faut faire justement pour éviter, via les rapports sexuels, d'être contaminé ? Alors effectivement, donc l'utilisation du préservatif, ça reste quand même l'outil principal que tout le monde peut utiliser. Donc on en trouve en pharmacie, on en trouve dans des distributeurs, on en trouve dans les associations et même en supermarché. C'est pour ça que HF Prévention a sorti une application qui s'appelle TUP, pour trouver un préservatif, mais aussi les lieux de dépistage en France. On le rappellera jamais assez, c'est important de mettre le préservatif, mais c'est aussi important de pouvoir donc se dépister régulièrement. Grâce à cette application, vous vous géolocalisez et vous pouvez trouver les préservatifs, qui soient gratuits ou payants, autour de vous. Alors justement, on va parler des préservatifs avant de parler du dépistage. À ce propos, la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, a annoncé ce mardi 27 novembre le remboursement des préservatifs prescrits par un médecin ou un gynécologue ou une sage-femme. Ouais. Avec une prise en charge à 60% par la sécurité sociale. Est-ce que c'est une bonne solution ? Beaucoup vont vous dire que c'est une bonne solution. Nous, c'est pas notre cas. On aurait préféré que les préservatifs soient donnés gratuitement dans les pharmacies, mais aussi dans les centres commerciaux. Parce qu'effectivement, donc, pourquoi aller chez le médecin pour avoir une ordonnance, se faire rembourser à 60%? Nombre de jeunes n'ont pas forcément donc de mutuelle et non pourront pas donc compenser. Le souci qui se pose avec cette mesure, c'est que c'est une vraie mesure importante au niveau du préservatif, donc tant mieux. C'était réclamé par les associations depuis des années. On aurait bien aimé que ce soit 100%, et on aurait bien aimé que ça ne passe pas sur de la médicalisation, parce que pour le coup, c'est un peu compliqué, je trouve, d'aller voir son médecin pour lui demander des capotes, alors qu'il aurait fallu simplement aller en pharmacie et demander au pharmacien des préservatifs, et que le pharmacien puisse donner des boîtes gratuites, puisque effectivement donc ces boîtes sont en plus, c'est pas pour tous les préservatifs, c'est uniquement pour la marque Eden, qui a été donc qui a remporté le marché de l'État, mais on le dira jamais assez, il existe tout un panel de préservatifs adaptés à la fois en taille, en morphologie, etc. Et en réalité, autant pour les hommes et les femmes aussi. Exactement, il y a donc tout un tas de préservatifs qui existent, et ça aurait été bien que ce soit beaucoup plus large. Et le souci qui se pose, c'est aussi donc sur le préservatif féminin, puisque là, la mesure de la ministre, c'est uniquement sur le préservatif masculin. Il aurait été bien de faire le même effort sur le fémidon, donc le préservatif féminin. L'autre prévention, là où vous communiquez beaucoup aussi, c'est sur le dépistage, et il y a plusieurs possibilités de dépistage aujourd'hui. Exactement. Alors, HF Prévention réalise 10 000 dépistages donc par an en Île-de-France. C'est colossal, et effectivement, on dépiste principalement dans les universités, les centres commerciaux et les cœurs de cité. On se rend bien compte que le dépistage doit être beaucoup plus massif. Il y a aussi les centres de dépistage anonymes et gratuits, que vous pouvez donc retrouver dans l'application TUP. Il y a également donc les laboratoires privés, parce que les médecins généralistes, et là pour le coup c'est leur rôle, peuvent prescrire donc des ordonnances pour aller donc en laboratoire pour se faire dépister. Et puis depuis 2 ans, 3 ans, 2 ans et demi, 3 ans, il existe les autotests. Et là pour le coup c'est une vraie révolution, parce que autant jusqu'à présent on avait besoin de quelqu'un pour se faire dépister, autant maintenant avec les autotests santé, on a la possibilité de se dépister chez soi, soi-même. Donc du coup, vous pouvez aller en pharmacie,
Ça coûte une vingtaine d'euros. Vous allez donc demander un autotest VIH et vous allez pouvoir donc faire vous-même votre test directement à la maison. À noter qu'en 2017, 73 000 personnes ont eu recours à cet autotest. Parlons maintenant de quand on découvre qu'on est séropositif. Près de 6 000 personnes découvrent en moyenne chaque année qu'elles sont séropositives d'après les chiffres de Santé publique France. En 2017-2018, 28% des personnes ont été diagnostiquées séropositives avec un stade avancé. Oui. Alors déjà, expliquez-nous ce que c'est un stade avancé et en quoi cette situation est alarmante. Ce sont en fait des gens qui s'ignoraient séropositifs et qui du coup sont allés vers le stade de la maladie sida. Aujourd'hui, on ne meurt plus du sida à une seule condition, c'est qu'on soit dépisté et traité. Si effectivement donc les gens ont un traitement, eh bien effectivement ils peuvent vivre pas aussi bien qu'une personne qui est sans traitement, puisqu'il y a tout un tas d'effets indésirables, mais je dirais que plus on va dépister quelqu'un tôt, plus il va gagner en durabilité, c'est-à-dire qu'il va pouvoir effectivement avoir donc une qualité de vie qui restera tout de même préservée. Le souci qui se pose avec ces gens qui s'ignorent, tout le travail d'HF Prévention, c'est d'aller chercher justement ces gens qui s'ignorent. C'est qu'on les découvre séropositifs après plusieurs années. Donc ils ont eu le temps, effectivement, puisque eux-mêmes ne le savaient pas, ils ont eu le temps de contaminer d'autres personnes. Et puis, effectivement, ils sont à proximité du stade sida, qui fait que comme ils basculent dans le stade sida, ils peuvent en mourir. Donc elle est là la problématique, à la fois sur le fait de ne pas connaître son statut sérologique et de ne pas pouvoir bénéficier des médicaments, et en même temps de contaminer d'autres personnes et puis de mourir donc du virus du sida. On arrive bientôt au terme de cet entretien. Une conclusion sur où en sont les recherches au niveau des... Alors il y a beaucoup de fake news sur les recherches, puisque vous allez entendre que le vaccin a été trouvé, qu'on est prêt à trouver le vaccin, etc. Je continue à dire, et c'est important de le rappeler, le vaccin n'existe pas à ce jour. Donc, seuls, effectivement, les moyens de réduction des risques, il n'y a pas que le préservatif, il y a tout un tas d'autres panels pour réduire les risques de contamination, mais en réalité, pour l'instant, le vaccin n'existe pas, et je continue aussi à dire qu'il est important que chacun se sente concerné, parce qu'on a énormément de jeunes qui sont hétérosexuels, en couple, première relation sexuelle, et qui sont, pour le coup, séropositifs. Et alors, si vous souhaitez donner, parce que finalement, l'accompagnement que vous faites, vous, à HF Prévention, et puis la recherche est financée par des dons. Et les dons, on peut les faire sur le site don.sitedaction.org. Le site s'affiche en bas de l'écran. Jérôme André, merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, je rappelle que vous êtes directeur de HF Prévention. Passez un excellent week-end. Merci. Vous en avez l'habitude, chaque vendredi dans l'hebdo, nous revenons sur les événements qui ont fait l'histoire des Yvelines et de Saint-Quentin avec notre rubrique « Ça s'est passé », un voyage dans le temps signé Wilfried Richy. Elle fait rêver toute l'équipe de France. 250 mètres de long sur 8 mètres de large et avec une pente plus importante qu'ailleurs de 44 degrés. La piste du Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines permettra aux cyclistes de faire tomber les records du monde. Et c'est aussi dans sa composition même que ce bois venu tout droit de Sibérie délivre ses secrets. Il a la particularité d'être une essence très dure, de croître très lentement et donc d'être très peu soumis aux variations d'hydrométrie. C'est un des matériaux qui permet aussi d'avoir le plus de rendement, donc de restituer l'énergie des coureurs, et ce qui est très important pour pouvoir gagner de la vitesse et des km/h. Dans la configuration compétition, près de 5000 spectateurs pourront garnir les gradins et assister à d'autres événements sportifs ou musicaux. Cette structure unique abritera également le nouveau siège de la Fédération française de cyclisme. Depuis quelques semaines, les 2 rampes de départ de l'arène de BMX et le traçage des bosses sont sortis de terre. Les sportifs seront hébergés sur place, dans ce bâtiment juste en face de l'entrée principale. Tout cela pour un investissement total de 68 millions d'euros. L'ouverture est prévue le 13 janvier 2014 avant une inauguration officielle le 30, qui verra le remake de la finale de vitesse par équipe des derniers Jeux Olympiques entre la France et la Grande-Bretagne. On passe tout de suite au résumé de l'actualité de la semaine. Un portail de signalement des violences sexuelles a été lancé mardi 27 novembre au commissariat de Guyancourt. Des ministres et des secrétaires d'État, dont le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner, étaient présents pour l'occasion. Un reportage de Michael Elmidoro.
Ne rien laisser passer, c'est le message qu'ont voulu transmettre 4 membres du gouvernement ce mardi matin au commissariat de Guyancourt. Christophe Castaner, Marlène Schiappa, Laurent Nunez et Nicole Belloubet sont venus inaugurer un portail de signalement des violences sexuelles et sexistes. Une plateforme ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour qu'on puisse libérer la parole, pour au fond réussir cette exigence, ce continuum de sécurité qui va de la prévention par l'écoute, l'accueil, la procédure et la sanction. Autant de sujets sur lesquels nous devons offrir à chaque victime les moyens de se faire entendre. En 2017, en France, plus d'1 million de femmes ont été confrontées à une situation de harcèlement au travail ou dans les espaces publics. Ce service gratuit et ouvert à tous aura pour but de les dénoncer. Quand vous êtes témoin d'un cambriolage, vous appelez la police ou la gendarmerie. Quand vous avez connaissance d'une violence sexiste et sexuelle, votre devoir de citoyen, c'est d'appeler la police ou la gendarmerie, ou désormais de vous connecter à cette plateforme de signalement des violences sexistes et sexuelles. Au commissariat de Guyancourt, 16 policiers et un psychologue vont veiller à traiter ces demandes au niveau national. Les victimes pourront dialoguer sous la forme d'un chat avec les agents. Elle sera sur une page avec un message automatique qui lui indique « Bonjour, comment puis-je vous aider ?» pour qu'elle ne se sente pas seule devant sa page blanche. Et elle pourra alors libérer sa parole sur le vécu, sur des violences sexuelles ou sexistes qu'elle aurait pu voir ou dont elle aurait pu être victime. Et un opérateur ou une opératrice lui répondra. En cas de forte fréquentation du chat, des effectifs supplémentaires pourraient être recrutés dans les prochains mois. Ce sera le laboratoire mondial de recherche et développement du groupe Atos et l'entreprise a choisi les Clés-sous-Bois comme site d'implantation. Le PDG du groupe Thierry Breton, la présidente de la région Île-de-France Valérie Pécresse et plusieurs élus yvelinois ont participé mardi 27 novembre à la pose de la première pierre de ce futur bâtiment pour développer des projets innovants. Regardez. Le site Atos des Clés-sous-Bois, futur lieu de développement des ordinateurs du futur. Cette société, leader international de la transformation digitale, a lancé la construction de son laboratoire mondial de recherche et développement. Un espace de 8000 m², près de 500 ingénieurs, des travaux focalisés sur l'informatique quantique à travers le programme Atos Quantum. On commence à réfléchir à l'informatique dite quantique, c'est-à-dire utiliser un concept totalement disruptif pour permettre aux futurs ordinateurs de demain d'accélérer de façon tout à fait considérable leur puissance de calcul. Mais c'est aussi un lieu qui nous permet d'avoir beaucoup de compétences dans le monde académique, mais aussi parmi tous les jeunes qui se forment. On n'est pas loin du plateau de Saclay, il y a beaucoup de compétences. La région Île-de-France a investi 5 millions d'euros sur ce programme de recherche. Un projet au cœur des territoires de Saint-Quentin en Yvelines et de Paris-Saclay. L'ordinateur quantique, c'est l'ordinateur du futur. C'est la technologie d'après. C'est celle qui va complètement transformer l'informatique demain. Alors Atos a beaucoup hésité et la région a considéré que c'était un investissement totalement stratégique. Nous devons être les meilleurs dans ces domaines. C'est pour ça qu'il ne fallait pas que le centre de recherche d'Atos parte en province et encore moins à l'étranger. Et la région s'est fortement mobilisée. Nous sommes très heureux aujourd'hui de cette décision. C'est une très bonne nouvelle, bien entendu, pour toutes les Yvelines et bien entendu notamment Saint-Quentin-en-Yvelines qui est directement impliqué dans tous les projets avec la qualité des entreprises que vous avez. Avec 13 milliards de chiffre d'affaires, Atos poursuit son ambition mondiale. Ce nouveau laboratoire devrait ouvrir courant 2020. La 4e édition du Festival du film documentaire Saint-Quentin se poursuit ce week-end. Au programme, samedi 1er décembre à 13h30, à l'UGC SkyWest, la diffusion des 2 épisodes de l'Odyssée interstellaire. Vous pouvez opter aussi pour le film Télescope intérieur réalisé en collaboration avec l'astronaute Thomas Pesquet. C'est à 18h30 au Ciné 7 d'Elancourt. Puis dimanche 2 décembre, le document de Pierre-Emmanuel Le Goff, 16 levées de soleil, revient sur l'aventure de Thomas Pesquet dans la Station spatiale internationale. C'est à 16h au Ciné 7, avant la remise des prix prévue à 18h30 pour clôturer le festival. La campagne d'hiver des Restos du Cœur s'est ouverte cette semaine. 15 000 bénéficiaires vont se rendre dans les 27 centres des Yvelines. Marilène Yapichino a suivi cette première journée à Trappes. Reportage. C'est pas trop lourd. J'ai problème d'épaule. Les bras chargés et le sourire aux lèvres, les bénévoles du centre des Restos du Cœur de Trappes s'affairent. Aujourd'hui s'ouvre la campagne d'hiver
tout doit être prêt pour la première distribution de l'après-midi. Aujourd'hui, on est reparti, voilà. Donc, il va y avoir les gens qui sont venus s'inscrire la semaine dernière, et puis des tas de familles qui sont pas venues et qui vont venir encore cet après-midi. Donc, ça va être chargé. Le centre est ouvert 3 jours par semaine, les lundis, mardis et jeudis. La matinée est consacrée à la réception des produits récoltés dans les grandes surfaces. Il faut ensuite les trier et les mettre en place, un travail qui nécessite de la main-d'œuvre. Nous avons des compléments, donc ça peut être des gâteaux que ces dames sont en train de préparer. Donc elles trient les paquets et elles préparent pour faire des petits sachets pour que chaque personne accueillie puisse avoir un petit peu de gâteau, d'accord ? Justement, Drilona Senala, elle-même bénéficiaire, est venue prêter main forte. Après une visite et une explication du fonctionnement des lieux, la jeune Albanaise arrivée en France il y a 4 ans est rapidement mise à contribution. Voilà donc un peu le centre. Eh ben, écoute, je te souhaite la bienvenue et puis merci de te proposer de nous aider. Voilà, plus de 400 familles qui sont accueillies. Voilà. Donc c'est vraiment très important d'essayer d'avoir des gens qui viennent nous aider, même que ça soit une matinée, une après-midi. Voilà, chaque bénévole est bienvenu chez nous. L'après-midi, le local prêté par la municipalité se remplit. Sabrina Bertrand vit seule avec 3 enfants. Elle vient chaque semaine et connaît bien l'équipe trappiste des restos. Pour moi, c'est comme une famille, une deuxième famille. Je me sens bien quand je viens ici. Ça m'évite de rester toute seule, isolée. Comme chaque bénéficiaire, elle attend d'être appelée par un bénévole avec lequel elle va remplir son caddie. En fonction du nombre de personnes dans le foyer, elle a droit à un certain nombre de points. Vous voulez quoi d'autre Parce qu'il vous reste des points en fait quelque part. Des points à dépenser pour chaque famille de produits, des légumes jusqu'à la viande, en passant par les produits laitiers. Au total, chaque bénéficiaire repart avec un repas par jour et par personne, 6 jours par semaine. À la semaine prochaine, soyez sages. Au revoir. C'est une première étape pour le chantier de la Nationale 10, lancée cet été au mois de juillet. Elle concerne les réseaux d'eau usée et pluviale, des travaux dont les premières réflexions remontent à 20 ans en arrière. À noter que chaque jour, 80 000 véhicules y circulent. Le point sur le chantier avec Mélanie Poquet. J'espère que le projet d'aménagement concernera un passage souterrain pour les piétons. Le souhait de cette trappiste verra bientôt le jour, mais c'est la Nationale 10 qui sera souterraine. Les travaux ont débuté l'été dernier au niveau de l'île de Loisirs, des travaux de dévoiement préalables à l'enfouissement. Donc c'est technique sans tranchée, en l'occurrence, comme vous pouvez le voir, c'est du forage à la tarière. Voilà. Donc le forage à la tarière, ça consiste à passer un fourreau acier dans le sous-sol et de faire une excavation avec une tarière, tout simplement. Un chantier préalable à la construction du tunnel, une première étape d'un montant de plus de 4 millions d'euros. Ces réseaux reprennent tout simplement, une fois leur dévoiement fait, les réseaux d'origine qui étaient de part et d'autre de la Nationale 10 pour aller, notamment pour l'eau pluviale, à la base de Saint-Quentin en Yvelines sur les temps intermédiaires. C'est juste un dévoiement avec quelques améliorations. On profite par la même pour remettre à niveau certains réseaux. Mais l'objet du chantier, c'est le dévoiement des réseaux pour garder ce système gravitaire nécessaire à l'écoulement des eaux de part et d'autre de la Nationale 10. Cette partie du chantier doit prendre fin en août 2019. La prochaine étape, l'enfouissement de la Nationale 10. 3 ans de travaux et 100 millions d'euros seront nécessaires. Arrivé largement en tête avec 59,1% des voix, Francis Choua, le maire d'Évry, devient le nouveau député de la première circonscription de l'Essonne. Il remplace l'ancien Premier ministre Manuel Valls qui a décidé d'être candidat pour devenir maire de Barcelone en Espagne. Reportage de nos confrères de Via Grand Paris. C'est le maire d'Évry, Francis Choua, qui occupe désormais le poste de député de la première circonscription de l'Essonne, à la place de Manuel Valls. Francis Choua obtient 59,1% des voix. L'homme qui se revendique officiellement sans étiquette a profité du soutien de La République En Marche et de plusieurs élus. Une force, selon lui, qu'il compte bien maintenir sur les bancs de l'Assemblée nationale. J'ai accepté des soutiens, dont le soutien de La République En Marche, mais aussi d'autres soutiens. L'immense majorité des élus socialistes de la circonscription. Et donc ça me donne une force, c'est la liberté. Permettez-moi de voir avec mes amis, mes collègues maires, l'ensemble de celles et ceux qui ont mené cette campagne, quel est le meilleur dispositif pour concilier deux choses, ma liberté et la nécessité de faire avancer les sujets.
Face à lui, Farida Amrani, candidate de la France Insoumise, ne recueille que 39,9% des voix exprimées. Celle qui a souhaité limiter ses déclarations aux réseaux sociaux regrette le fort taux d'abstention atteignant les 82%. L'abstention lors d'une élection législative partielle est habituelle en fait. Mais ce qui l'est moins, c'est dans cette proportion, en tout cas sur notre territoire. Cela veut dire que le clientélisme et les petits arrangements ont tant abîmé notre circonscription. Les dirigeants politiques locaux portent une grande responsabilité de ce dégoût de la politique qui s'exprime aujourd'hui. Avec l'élection de Francis Choua à la députation de la première circonscription de l'Essonne, l'agglomération Grand Paris Sud doit élire un nouveau président et la nouvelle commune d'Évry-Courcouronnes doit choisir un nouveau maire. Pour cette dernière élection, Stéphane Baudet, actuel maire de Courcouronnes, serait pressenti. Ce numéro, merci de nous avoir suivis. Retour de l'information lundi à 18h dans le 7-8 journal présenté par Grégory Canalet. D'ici là, passez un excellent week-end.